Bonjour à tous, je suis Léa. Et moi, c'est Lorlaï. Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode de I Am an Equestrian. Dans ce podcast, nous échangeons avec des professionnels de la filière équestre autour de discussions longues pour découvrir leur parcours, leur histoire et comprendre comment ces personnes inspirantes ont réussi à transformer leur passion en métier. Tous nos épisodes sont disponibles à l'écoute de façon permanente sur vos plateformes de streaming habituelles ainsi que sur le site internet et l'application de notre partenaire L'éperon. Tout commence par un souvenir. Allumer la télévision et admirer de ses yeux d'enfant son père qui défile aux Jeux Olympiques de Mexico, 1968. Pierre Le Goupil se souvient encore de son émotion ce jour-là. Fils de André Le Goupil, qui participait alors aux épreuves de concours complet, Pierre s'est lui aussi épris de cette incroyable discipline. De cavalier à chef de piste étoilé et membre de la commission FEI de concours complet, la trajectoire de Pierre Le Goupil fut riche et sinueuse. Pendant cette conversation, il nous raconte son enfance au sein du centre équestre familial, il évoque ce duo détonnant que formaient ses deux parents et nous parle de ce travail de l'ombre, pourtant ô combien précieux, chef de piste. Cet épisode est aussi émouvant qu'enrichissant, on espère que vous l'apprécierez. Pour ce nouvel épisode, nous avons le grand plaisir de nous associer pour la toute première fois à une entreprise internationale. Notre partenaire cette semaine est Equilab, une start-up suédoise qui a développé un outil d'intelligence artificielle breveté afin de mesurer et enregistrer tous les mouvements du cheval depuis le téléphone du cavalier. La technologie Equilab pourrait s'apparenter à un ami imaginaire qui gardera un œil sur les allures et la motricité de votre cheval ou tout simplement sur le bon déroulement de votre séance. Est-ce que tous les feux sont au vert ? Est-ce que mon cheval bouge correctement ? Que s'est-il passé qui aurait amené mon cheval jusqu'à la blessure ? Ce sont autant de questions auxquelles la technologie Equilab peut vous aider à répondre. Si nous devions synthétiser, voici les actions majeures de cette technologie. Grâce à cet outil, mesurez, analysez et comparez vos actions aux résultats. Vous pourrez alors trouver les exercices qui conviennent à votre cheval et vous aident à atteindre vos objectifs. Equilab vous accompagne aussi dans la gestion de votre écurie et de votre piquet de chevaux grâce à des fonctionnalités spécialement désignées pour organiser et communiquer votre travail d'équipe au sein de l'écurie. L'application permet aux cavaliers d'accéder à un calendrier personnalisé, une chaîne de discussion ou encore un mur d'échange pour discuter ou encore partager des infos. L'outil vous permet aussi de monter en toute sécurité. Partagez votre position GPS lorsque vous êtes en selle avec vos proches pour un gage de sécurité lorsque vous montez seul. Des cavaliers de toute discipline et de tout niveau ont déjà fait le pari Equilab pour faciliter, sécuriser et améliorer leur entraînement au quotidien. Alors si, comme le dresseur international Patrick Kittel, vous voulez profiter de ces innovations pour vous accompagner dans votre progression, faites l'essai. Equilab vous offre un accès premium gratuit pour essayer toutes ces fonctionnalités. Pour cela, il vous suffit de créer un compte sur l'application et de leur envoyer un email depuis l'adresse à laquelle vous vous êtes inscrite. L'application est disponible sur l'Apple Store ainsi que sur le Google Play Store. Alors, qu'attendez-vous ? Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Alors le premier mot qui me viendrait à l'esprit, c'est sa bonté et sa gentillesse, sa passion, sa patience avec les humains aussi. Et heureusement, il est très patient, très compréhensif, très perfectionniste, donc ce qui peut avoir ses travers aussi. Il prend le temps de bien faire les choses, de les comprendre. Il les regarde d'abord. Je pense qu'il attend de se faire connaître d'eux avant de les approcher. Et ensuite, il a quand même une certaine méthode aussi parce qu'il a été façonné par toute son enfance en fait. Dans son approche, c'est instinctif. C'est instinctif chez lui, le cheval, c'est quelque chose, c'est un prolongement quoi. Et ensuite, il a été façonné par Jules Ulrich. Il y a tout ce côté méthode quand même à appliquer. Simple, c'est très simple sur le papier, mais c'est aussi très exigeant. Bonjour Pierre, merci beaucoup de nous accueillir chez vous à l'occasion de cette interview. Alors, on a pas mal cherché d'informations à votre sujet parce que c'est vrai qu'on le dit souvent, mais le concours complet ce n'est pas notre discipline de base. Donc si mes informations sont bonnes, vous êtes né dans une famille de cavaliers depuis plusieurs générations. Vous allez nous en parler et vous baignez donc dans ce milieu depuis toujours. Bien que cavalier vous-même, vous vous êtes dirigé professionnellement vers la construction de pistes pour le concours complet. Donc pour commencer, est-ce que vous pourriez nous raconter votre histoire, nous dire qui vous êtes, d'où vous venez et puis comment vous avez commencé à monter à cheval ou en tout cas à baigner dans ce milieu-là ? C'est très simple, comme vous l'avez dit, moi je suis né dans le cheval. Alors
Depuis cavalier depuis plusieurs générations, c'est vrai en sens que je suis d'une famille de cultivateurs. Donc, au-delà de la génération de mes parents, le cheval était un outil de travail. Et c'est vraiment après la guerre que le sport s'est immiscé là-dedans un petit peu. C'est-à-dire que les chevaux qui servaient à la ferme le dimanche servaient à s'amuser, à faire des courses de pays, les premiers concours hippiques, les premiers concours complets. Et mon père était un petit peu un pionnier dans le haut niveau. On pourra revenir là-dessus parce que c'est quand même important. Et moi, je suis le cadet d'une fratrie de 4. Voilà, j'ai été bercé dans le couffin sur la plage arrière du camion ou de la voiture. Et les terrains de concours. Je suis né à la ferme, trop pressé pour aller à la maternité, à la ferme où habitent mes parents toujours, et j'habite à quelques encablures de cette ferme, voilà, à Martinvat. Donc 4 garçons, vous avez baigné dedans grâce à vos parents et vous souhaitiez nous en reparler. Alors je pense que c'est le moment. Peut-être est-ce que vous pourriez nous parler de votre vision de vos parents quand vous étiez jeunes et du coup en quoi est-ce que ça vous a amené à prendre cette voie professionnelle ? Je vous disais tout à l'heure en privé que j'avais une photo que je souhaitais vous montrer, qui est une photo de mon papa et de ma maman aux Jeux Olympiques de Tokyo en 1964. Où donc André, mon père, beaucoup plus connu que moi au passage, courait. En fait, il n'a pas couru parce que la jument s'est blessée, mais ça a été pour moi la naissance j'appelle ça un petit peu un mythe parce que j'avais 2 ans et c'est la photo qui a illustré tous les récits que j'ai pu avoir. En fait, mes parents sont main dans la main et marchent quelque part devant les écuries en bottes et en survêtements. Voilà, et ils sont beaux et c'est une photo qui est gravée dans mon âme, quoi. Et en fait, derrière ça, ce qui relève un peu du symbole ou d'une espèce de légende pour moi, c'est que en fait, ils ont vraiment été des pionniers, je crois. Ils ont défriché ce qui est devenu le sport moderne et les concours complets. À l'époque, si vous voulez, déjà, il n'y avait pas de civils qui concouraient à ce niveau-là. Il a vraiment été un des 2 premiers, je crois que c'est Jean Leroy qui a dû, est-ce que c'est en même temps que lui, ou 1 an avant, ou 2 ans avant, aller à badminton. Et voilà, ça a été un des premiers civils à courir, à affronter les militaires sur leur terrain. Mais en même temps, quand je dis affronter, voilà, ça se passait avec une certaine fraternité. Il y avait de la rivalité, bien entendu, parce qu'ils ne jouaient pas tout à fait dans les mêmes cours. Mon père, c'était comme l'appelait la presse de l'époque, si on retombe sur des coupures de l'époque, c'était le petit paysan de la Manche. Voilà, avec ses 25 hectares, qui était tombé amoureux d'un cheval qu'il avait vu au trot en extension, en ronflant dans un champ, disant « Oh, ça doit bien trotter, allez, on va essayer de faire le complet dimanche prochain. » Et c'est parti comme ça. Et derrière, il y a eu toute une époque où non seulement mes parents étaient des concurrents, mais ils étaient aussi des acteurs, des organisateurs. C'est-à-dire que toutes les compétitions qui étaient organisées dans un rayon de 100 ou 150 km à l'avance, et il y avait un maillage de compétition beaucoup plus important que maintenant. J'ai moi-même des souvenirs d'après-midi à aller débroussailler des sentiers pour le concours qui avait lieu la semaine d'après. Voilà, c'était l'époque de l'entraide. C'était aussi une époque où les frères d'armes de mon père, maman ne montait pas en compétition, mais les frères d'armes de mon père, qui sont des grands noms de l'élevage et du saut d'obstacle maintenant, je pense au Le Raid, au Navet, au Broyer, de Pélissier, tous ces gens-là. Ils faisaient aussi souvent du concours complet. Tout le monde courait ce qui se présentait, ce qu'il y avait le dimanche au programme, quoi. Et donc, je reviens à cette photo. Oui, pour moi, le symbole, il est double parce que
C'était un couple. Il faut savoir que lorsque la question a été posée à mon papa, quand le staff, qui était composé que de militaires, lui a dit mais André, il te faut un groom, qu'est-ce que tu as comme groom? J'ai dit oui, moi j'ai un groom, moi c'est Bernadette. Et d'abord parce que c'est comme ça que ça se passait au quotidien sur les concours nationaux. Et ensuite parce qu'il ne se voyait pas partir là-bas sans vivre cette aventure sans elle, quoi. Elle avait les compétences. Et au final, ça a un peu fait jaser quand même parce que prendre sa femme comme groom, ça se faisait pas, déjà. Mais pour eux, c'était naturel, et que ce soit à l'époque pour aller traire les vaches ou pour aller en concours, c'était le même combat. Ils étaient tous les deux dans la même compète, dans la même course, quoi. Et ma maman, comme ça, a pris... alors je vais donner un itinéraire qui est peut-être un petit peu fantaisiste, mais c'est quelque chose qui devait être à peu près comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont dû prendre l'avion en région parisienne, aller prendre les chevaux belges quelque part en Belgique, ensuite faire un stop, prendre des chevaux anglais et irlandais en Angleterre, ensuite c'était Montréal ou Toronto, ensuite escale à Anchorage et Tokyo, parce qu'à l'époque les chevaux voyageaient dans des avions à hélice, c'était pas des jets, et puis le périple devait durer une 50aine d'heures, quoi. Voilà. Quel type d'hommes, de chevaux et du coup de femmes étaient vos parents, votre père et votre mère? Alors je crois déjà assez autodidacte, parce que même si mon père a beaucoup lu, tout n'était pas, il n'y avait pas une littérature aussi riche que maintenant, je pense. Pour ce qui concerne la pédagogie, les soins aux chevaux, la façon d'entraîner, ils ont vraiment défriché beaucoup de choses, mais il y avait déjà quand même autour d'eux des gens au niveau national, je ne sais pas si on dirait fédéral, mais il y avait quand même des vraies compétences. Mon père s'est fait un peu repérer entre guillemets par des officiers du cadre noir et des gens qui couraient déjà à ce niveau-là, qui l'ont aidé quand même. Donc il allait faire un petit peu des stages ou il aidait sur les concours. Moi j'ai toujours entendu mon père parler du colonel Margot, ancien écuyer en chef, grand artiste, dessinateur de très belles choses qui ont été notamment pour des grandes maisons. Parler donc du colonel Margot avec des sanglots dans la voix, quoi, parce que c'était... il l'a un peu pris sous son aile et il l'a beaucoup aidé. Sinon, c'était tellement différent. Comme je vous dis, c'était avant tout des ruraux avec... qui vivaient de l'élevage de bovins, et parlait même pas encore d'élevage de chevaux. À l'époque, oui, ils ont commencé à élever des chevaux dans les années 60, mais déjà avant tout pour lui-même, pour avoir des chevaux montés. Alors après, quel genre d'homme de chevaux? Je pense qu'ils ont effectivement appris sur le tas, c'est un peu de l'eau tout le monde, mais si on compare avec une génération actuelle, où les uns et les autres ont tellement différents, de ma génération à moi en plus, mais un jeune qui perce, garçon ou fille, il y a une filière à suivre, il y a des opportunités d'aller à l'étranger, il y a des opportunités d'intégrer des groupes, d'avoir un vrai suivi avec un staff, et pas simplement sur le plan purement équestre, mais aussi sur le plan de la sophrologie, des soins, tout ce qui touche à la préparation physique et à l'organisation économique et voilà, pour devenir des vrais performeurs. À l'époque, c'était pas ça. Même si mon père a conservé toute une littérature qui serait peut-être un peu dépassée maintenant, mais une littérature vétérinaire, manuscrite, d'un monsieur qui l'a énormément aidé et qui lui écrivait mot à mot tout ce qu'il devait faire en termes de galop, de suivi, d'entretien du cheval et de choses comme ça. Mais c'était très personnalisé, c'était très... je pense que c'est une époque de pionniers, vraiment.
Reparlons un peu de vous, Pierre. Vous êtes cavalier d'origine, vous êtes né dans une famille et entouré de cavaliers, et pourtant vous vous êtes dirigé vers l'activité de chef de piste. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi et comment est-ce que vous en êtes arrivé là ? Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, j'ai grandi avec mes frères sur une ferme, et j'en parlais encore l'autre jour sur la route avec Yannick, mon épouse. On évoquait un petit peu ça, parce que je me disais qu'est-ce que je vais leur raconter, et c'est elle qui m'a un petit peu guidé, mis sur la voie. Voilà, il y a ce fantastique espace de liberté qu'était la ferme de Carneville où je suis né, à quelques encablures de Cherbourg, avec un bois pas très loin, une rivière qui traverse les pâtures, une route où il passait une voiture toutes les 5 minutes à l'époque, maintenant c'est une toutes les 5 secondes. Et entre la bicyclette, les poneys qui sont arrivés un petit peu plus tard, la ferme, les tracteurs, les chevaux, les concours. Ah oui, non, vraiment, on n'avait pas besoin d'aller chez les scouts. Hein. On était dans un petit univers en soi qui était protecteur, parce que voilà, il y avait du monde sur la ferme. À cette époque-là, il pouvait encore y avoir des employés. On était une famille. Voilà, on était plusieurs frères, on n'était jamais vraiment seuls. En même temps, dès l'âge de 10 ans, à partir du moment où les poneys sont arrivés, je ferai une petite parenthèse là-dessus après, parce que ça c'est arrivé à un moment précis. Voilà, je pouvais partir le matin avec mon poney et revenir le soir à la tombée de la nuit avec mon sandwich et mon baluchon, et je disparaissais loin dans les bois, quoi. Personne ne s'inquiétait. Ce serait plus possible maintenant. On n'a jamais fait ça avec nos filles, on n'oserait pas. Est-ce qu'on peut parler de ces poneys ? J'ai très envie de savoir à quel moment ils sont arrivés dans votre vie. Alors les poneys, ne me demandez pas quelle année, mais je devais avoir... Ils ne sont pas arrivés très tôt. Hein. Moi, j'ai pas appris à monter avec des poneys. Les poneys clubs, ça existait un petit peu en région parisienne à l'époque. Moi, j'ai fait du trot enlevé sur un cheval de club, puisqu'il y avait quand même un centre équestre sur la ferme, mais qui était locataire. Et mon père ne s'en occupait que de loin. Mais voilà, ça m'a permis de monter sur des chevaux d'instruction et d'apprendre à monter à cheval. Les poneys sont arrivés un petit peu plus tard. Je devais avoir 10-11 ans, dans les années 70, on va dire, de façon assez originale. Attendu qu'on habite à Cherbourg, donc à côté de Cherbourg, donc à un quart d'heure des ferries, il est arrivé assez régulièrement que la douane nous appelle en disant voilà, on a des chevaux en transit, le temps de faire les papiers, etc. Est-ce que vous pouvez les héberger, parce que on peut pas les embarquer ou on peut pas les débarquer. En l'occurrence, c'était une caravane publicitaire Marlboro avec un énorme camion, une diligence et des poneys. Alors, c'est pas là que les poneys ont été achetés, mais c'est la première fois qu'on a vu des poneys, et puis ça a créé un déclic chez mes parents, et quelques semaines ou quelques mois après, cette fois, arrive un camion rempli de poneys avec un marchand, et c'était des poneys d'Artmore. Donc c'est un studbook du sud de l'Angleterre, des poneys qui sont plus grands que les Shetland, moins massifs, moins porteurs que des Connemara par exemple. Ce sont des vrais petits chevaux, assez fins, quoi. Et il en a acheté, ils sont restés quelques jours, puis au bout d'un moment, je sais pas, soit on lui a proposé, soit il a dit est-ce que je peux pas vous en garder quelques-uns. Et il a acheté, je crois que c'était 3 ou 4 poneys à l'époque. Et comment ça s'est passé, je ne sais pas, mais moi j'ai jeté mon dévolu sur une petite ponette baie brune que j'ai baptisée Flicka. Comprenne qui pourra. Voilà. De ça, si je poursuis un petit peu le fil, vous avez donc monté à cheval, et puis vous avez découvert le concours complet, vous êtes devenu chef de piste, et maintenant vous êtes donc chef de piste de concours complet de niveau 3 étoiles. Vous êtes amené à voyager dans le monde entier. Cette année, vous auriez dû aller au Japon, à Tokyo. Vous allez parfois en Russie, en Chine ou encore Taïwan. Est-ce que vous aimez cette vie ? Est-ce que vous aimez votre métier ? Et est-ce que vous aimez cette vie qui vous emmène aux 4 coins du monde, découvrir d'autres cultures, d'autres façons de faire, mais toujours le même sport et toujours le même animal, le cheval ?
La réponse est oui, indubitablement, parce que de toute façon, on ne peut pas le faire si. On ne peut pas voyager de façon répétée sans aimer voyager déjà, sinon ce serait une corvée. Juste une petite précision sur la liste que vous avez donnée, c'est pas tout à fait ça. Enfin, je devais effectivement aller au Japon pour un concours qui avait lieu à côté de Tokyo, mais c'était pas à Tokyo. Moi, je suis pas dans le casting des Jeux. C'est-à-dire que je travaille avec la fédération japonaise sur des concours intermédiaires. Pour l'instant, c'est des concours 2-3 étoiles, parce que les meilleurs cavaliers sont en Europe, en France, Allemagne, Angleterre. Et c'est plutôt la génération qui suit derrière, et puis certains qui vont et qui viennent, parce qu'il y a pas mal de mouvements entre le Japon et l'Europe. Et j'ai commencé par faire une première piste il y a 3 ans à côté d'Osaka, à Miki. De toute façon, c'est pas compliqué, il n'y a que 2 terrains là-bas. Miki et l'autre dont j'ai oublié le nom, puisque en fait je devais y aller cette année, mais je n'y suis pas encore allé, à côté de Tokyo. Mais cette année, effectivement, il m'avait demandé de venir pour 3 concours, 2 à Osaka et 1 à côté de Tokyo. La Russie, je n'y suis pas encore allé. J'ai été contacté par Jean-Philippe Camboulive, qui travaille au développement à la Fédération équestre internationale, m'a appelé pour me demander me prévenir que j'allais être appelé. Et en fait, bon, ça s'est pas fait avec la situation qu'on connaît. Oui, non, mais bien sûr que j'aime ça. Et d'abord parce qu'il y a un contenu intéressant. Même si les missions ne sont pas toujours les mêmes. C'est un peu comme ça que ça a commencé. J'y vais pour des missions pour la FEI, dans le cadre du programme de développement qu'on appelle ESEE, c'est l'Eventing Equestrian Sport Education Event. Voilà, pour en parler, c'est un concept qui réunit 2 ou 3, enfin en général 3 experts, un juge officiel de haut niveau, un chef de piste et un TD, et tous les officiels qui s'intéressent et qui pratiquent le concours complet dans le pays. Donc pareil, chef de piste, steward, délégué technique ou apprenti. Et ensuite, les cavaliers, enfin l'élite des cavaliers du pays est invitée à participer, mais pas pour recevoir un entraînement ou un enseignement, même si au final, en pratique, ça revient à ça, mais ils sont vraiment là comme cobayes. Donc c'est effectivement l'occasion, mais il faut de les aider, mais ça n'est pas l'objet premier. Et pendant 3 jours, il y a des ateliers qui sont créés, des ateliers théoriques en salle et des ateliers pratiques avec une thématique pour travailler avec les coachs, puisque je ne l'ai pas dit, mais les coachs individuels des cavaliers et puis des entraîneurs, s'il y en a qui ont plus pignon sur rue, sont invités à participer à ce stage, et on met tout le monde un petit peu dans ce chaudron pendant 3 jours. Et le 4e, il y a une petite compétition officieuse qui est organisée où tout le monde est mis en situation. Voilà, donc ça c'est intéressant. Ça se fait en 2 étapes, puisque à chaque fois les fédérations intéressées passent des conventions avec la Fédération équestre internationale, reçoivent des aides pour ça. Donc la FEI en fait finance un peu notre venue, et puis prennent en charge certains éléments, certains coûts. Ça se fait en 2 fois, sur 1 an ou sur 2 ans. Et derrière, bon, il est arrivé qu'on me propose de revenir pour faire travailler les cavaliers, puisque moi j'y vais en tant que chef de piste, mais il n'y a pas toujours un coach, donc souvent j'aide à faire travailler les cavaliers, notamment sur le cross. Et bon, non, mais c'est génial, c'est intéressant. Donc après, j'ai été comme ça à faire travailler plusieurs fois les cavaliers bulgares et les cavaliers en Hongrie. Mais bon, la difficulté dans ces pays-là, c'est que la situation économique est assez fragile, et pour faire durer ça dans le temps, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Mais non, j'aime beaucoup, c'est super enrichissant. Moi, l'Asie, je connaissais un petit peu parce que j'avais été, mais là, c'était pas du tout avec la FEI, c'était avec l'UNIC. En 97, j'avais été faire travailler les cavaliers indiens pour les préparer pour les Jeux asiatiques, et ils devaient avoir lieu à Bangkok dans les mois qui viennent, et j'étais passé quelques semaines là-bas.
Ça s'était bien passé derrière. L'Unique m'a proposé d'aller en Chine pour là m'occuper d'une poignée de chevaux qui avait été vendue au gouvernement du Guangdong, c'est-à-dire c'est la province de Canton en fait, dans le sud. Et ils avaient acheté des chevaux assez d'élite un peu, on va dire, des jeunes chevaux 5 et 6 ans, contre l'avis des personnes qui avaient été consultées. Ils voulaient plutôt les encourager à acquérir des chevaux d'école, des chevaux un petit peu mûrs, 8, 9, 10 ans. Mais comme ils avaient auparavant, dans leur tournée en Europe pour acheter des chevaux, avaient été reçus en Allemagne, au Danemark, ils avaient vu des chevaux présentés, la manière dont on les présente là-bas, et arrivé à la grande semaine de Fontainebleau, ils ont vu des chevaux briller en dressage, dans les épreuves de 5 ans et de 6 ans, et ils ont dit mais c'est ça qu'on veut. Et c'est Philippe Rossi à l'époque qui était en charge de leur trouver les chevaux. Et si un jour vous lui posez la question, il vous racontera. Et voilà, en fait, ils ont préféré acheter des jeunes chevaux, peut-être plus chers même, mais en tout cas plus fragiles. Et on m'a appelé à la ressource en urgence parce que ça se passait très mal. Les chevaux étaient arrivés depuis 3 mois, je crois. Ils devaient être suivis avec la visite d'un entraîneur français qui était installé à Singapour, avec une visite de 3 jours toutes les 3 semaines ou 6 semaines. Et il y est allé une fois, il a dit stop, là, il faut absolument venir faire quelqu'un parce qu'ils savent pas. Ils savent pas. Au niveau des soins, c'était une vraie catastrophe. Il faut savoir que la Chine du Sud, quand on arrivait au mois de juin, il fait 35 degrés, 95% d'humidité, et la moindre petite atteinte ou le moindre petite dermite se transforme en catastrophe, quoi. Et voilà, ils ne savaient pas gérer l'hydratation des chevaux, ils ne savaient pas les soigner après les avoir travaillés. Et, voilà, donc il fallait un suivi technique. Il y avait là-bas un entraîneur russe qui les aidait avec des chevaux, des réformes de course de Hong Kong, mais qui avait lui des méthodes totalement inappropriées aux chevaux qui venaient de France, quoi. Et bon, ça c'était une autre expérience enrichissante, très difficile, parce que quand vous dealez quand vous avez affaire à des gens qui n'y connaissent rien et qui ont acheté si ce n'est des Formule 1, en tout cas des Formule 2, donc des vrais chevaux, quoi, avec du potentiel, non, ça a été compliqué. Et puis moi je manquais un petit peu de maturité pour faire du court terme, c'est-à-dire vraiment les préparer pour une échéance à un temps donné, en l'occurrence pour les championnats de Chine qui avaient lieu à Shanghai à l'automne. Et moi je suis arrivé en essayant plutôt de faire du travail de fond. Et je suis allé là-bas 5 semaines à Canton. Ensuite j'ai dû rentrer pour m'occuper du concours, on y reviendra après, mais du concours de Martinvat, qui était mon bébé, le concours que j'avais créé à Martinvat. Et en leur donnant rendez-vous en septembre à Shanghai, sachant qu'entre-temps, ils avaient organisé les choses de telle sorte que les chevaux étaient très fatigués. Quand je les ai retrouvés à Shanghai, il a fallu tout reprendre à zéro, et bon, les chevaux étaient un petit peu en meilleur état. J'ai pu venir avec quelqu'un parce que j'ai dit à l'Unique que moi je veux bien y retourner, mais il faut absolument que je parte là-bas avec un soigneur. Et oui, un soigneur, on peut pas et tout. Moi, j'ai dit écoutez, moi si vous payez l'avion, je me débrouille avec la personne. Et j'avais une amie que je connaissais depuis longtemps et qui nous a accompagnés là-bas pour s'occuper des chevaux. Voilà, bon, ça c'est le début d'une autre histoire, mais on pourra y revenir plus tard. Vous avez un peu devancé nos questions en nous parlant de vos missions à la FEI. Ouais, la digression, c'est mon fort. C'est pas grave, c'est le format idéal pour ça. Et du coup, j'aimerais bien revenir un peu là-dessus. Donc, vous nous avez parlé, si je me trompe pas, des programmes que vous animez de développement et de solidarité à la Fédération. Et puis, vous avez été nommé très récemment par la FEI pour intégrer le comité technique de concours complet, aux côtés notamment de Benjamin Ayot, qui a intégré le comité d'attelage. Il y a Constance Popinot au tribunal et puis Christian Lozano au comité d'endurance.
Est-ce que vous pourriez nous parler un tout petit peu de vos missions au sein de la FEI dans le cadre de ce comité ? Quelles sont les choses qui vous sont demandées et en quoi votre rôle permet de développer et d'améliorer quelque part la discipline du concours complet ? Alors, moi, concernant la commission concours complet à la FEI, j'ai fait acte de candidature, mais pas spontanément. C'est-à-dire qu'en fait, ça m'a été proposé, demandé par des personnels de la FEI qui m'a dit oui, qui m'a expliqué voilà, il y a un renouvellement comme tous les ans, puisqu'il y a 6 membres dans la FEI, dont un président, et chaque année, c'est tournant. Chaque année, il y a une personne qui sort, une personne qui rentre, et ce sont des mandats de 4 ans. Donc Lars Christensen, chef de piste cavalier, entraîneur de ma génération, suédois connu, était sortant. Et on m'a dit ce serait bien que tu postules, il faut qu'il y ait plus de Français. Voilà, du coup j'ai appelé Michel Asseret pour lui en parler, qui m'a dit voilà, qu'ils avaient déjà un peu pensé à moi, mais il n'y avait rien de fait. Effectivement, tu as raison, bon, je te rappelle. Et voilà, très rapidement, il m'a dit voilà, tu fais un courrier à la Fédé, parce qu'il faut que ce soit la Fédé qui te... Tu fais acte de candidature auprès de la Fédé, ensuite auprès de la FEI, dès que la Fédé valide, et voilà, ça s'est fait comme ça. Après, c'est pas une élection, c'est une nomination. Donc il y a un comité de nomination à la FEI qui se charge d'étudier les différentes candidatures. Voilà, CV, lettre de motivation. Mais dans ma lettre de motivation, j'avais quand même, par curiosité, été voir quel était le job requirement, tel qu'il est décrit et accessible à tout le monde sur le site de la FEI, pour voir de quoi il s'agissait. Et le développement fait bien partie de la mission. Comme moi, j'ai une expérience à ce niveau-là, plutôt que d'axer ma lettre de motivation sur ce que tout le monde sait, c'est-à-dire que la raison première du comité FEI, c'est quand même de s'occuper du règlement, de la rédaction du règlement, qui est en perpétuelle évolution, quelle que soit la discipline, et puis d'organiser le sport d'une manière générale, avec la problématique des calendriers, des grands événements. Mais voilà, il y a un volet développement, donc j'ai un peu argumenté à partir de mon expérience ma motivation par rapport à ça, voilà. Alors est-ce que ça a été décisif, je ne sais pas, mais peu importe. Voilà, bon, c'est intéressant, le travail a commencé. Je reçois régulièrement des mails avec pas mal de contenu et de choses à lire. Nous avons en théorie 2 à 3 réunions en présence à Lausanne par an, et plus des réunions visio téléphonées mensuelles. Bon là, tout de suite, vous voyez bien comment ça se passe, vous imaginez bien. Mais peu importe, de toute façon c'est quelque chose qui rentre dans les mœurs, et je pense que on arrive à très bien travailler à distance. Et pour l'instant, la question, dans la première réunion que nous avons eue, dont je ne peux pas révéler le contenu parce que je ne suis pas habilité pour ça, mais voilà, c'était plus axé au niveau de la rédaction des règlements, des histoires de calendrier, mais je sais que la question du développement et de création d'événements ou de championnats, de challenges, de choses comme ça est à l'ordre du jour. Et ça m'intéresse particulièrement parce que, surtout en Europe de l'Est, où, contrairement à ce qu'on peut imaginer, il y a du potentiel. Il y a du potentiel d'abord parce que il y a des élevages de qualité. Il y a des cavaliers qui ne sont pas plus bêtes ni moins doués que d'autres. La seule chose dont il manque, c'est des preuves de compétition. Et bien évidemment de suivi technique, mais avant tout, si vous n'avez pas de concours, s'il n'y a pas de carotte quelque part, de raison de monter à cheval et puis de se perfectionner, ça ne peut pas évoluer. Donc par exemple, moi j'ai commencé à aller là-bas en 2015, donc c'est quand même assez récent, hein, tout ça, pour ce qui est des missions FEI. Très vite, les gens avec lesquels je travaillais essayaient de bouger les choses pour qu'il y ait des championnats régionaux qui s'organisent. Mais c'est très compliqué parce que les relations entre les pays concernés des mêmes zones ne sont
pas toujours très facile. Et puis surtout, on est encore on a affaire là, à des pays qui, il y a 20-25 ans, étaient encore derrière le rideau de fer. Donc, les relations entre les pays sont complexes, les mentalités sont très complexes, et on a parfois un petit peu l'impression qu'ils préféreraient surtout, ils préfèrent être champions chez eux que de se confronter aux autres. À tort, parce qu'ils ont du potentiel. Mais si je prends l'exemple de la Bulgarie, c'est d'autant plus triste que moi je sais, je l'ai vu, il y a de très bons chevaux là-bas, et le problème c'est que la Bulgarie c'est une passoire. C'est-à-dire que les bons chevaux partent, vous avez 1 ou 2 fois par an des marchands allemands, hollandais qui viennent et qui font une razzia, quoi. Et donc les bons chevaux partent et sont débaptisés, rebaptisés, reçus de bouquets et tant pis pour les Bulgares, quoi. Alors ça peut faire sourire, mais je crois que dans la feuille de route de la FEI, il est écrit noir sur blanc dans le marbre que pour des soucis de pérennité de notre sport, le développement vers les nations, si ce n'est émergentes, en tout cas les nations qui ont un accès au haut niveau, c'est-à-dire qui ont du potentiel pour accéder, c'est pas forcément du potentiel pour être performant, mais pour accéder et pour participer, il y a un potentiel, et si on ne fait pas quelque chose pour les aider, si on ne fait pas quelque chose pour élargir un peu la liste des pays qui participent au programme olympique, pas simplement aux Jeux, mais au moins qui participent aux épreuves qui donnent accès aux Jeux olympiques, si on n'est pas capable de montrer au comité olympique la valeur d'universalité de notre sport, eh bien, à plus ou moins longue échéance, il est très très menacé, il est régulièrement menacé. On en entend parler, il y a d'autres sports soi-disant plus populaires qui poussent, et le bagage historique du sport équestre ne suffit pas. Pour pouvoir avancer dans la conversation et justement poursuivre sur l'évolution du concours complet en France comme à l'étranger, j'aimerais déjà revenir aux fondamentaux et à l'essence de votre métier de chef de piste de concours complet. Est-ce que vous pourriez nous en parler de ce métier, des contraintes, de l'expertise qui est nécessaire aussi pour imaginer un bon parcours de cross ? Comment sait-on finalement juger, jauger les difficultés, et quelles sont aussi les qualités nécessaires pour être un bon chef de piste ? Alors, comme je vous disais, je manie la digression avec maestria. Tout à l'heure, je n'ai pas répondu à la question que vous m'avez posée, mais très brièvement. Pourquoi je suis devenu chef de piste ? Quand j'étais enfant, on jouait avec des poneys. Qu'est-ce qu'on faisait avec les poneys ? Dans le jardin, on installait des fagots, des balles de paille, et puis on faisait des puissances, et puis on les passait, et puis on faisait... Ça ressemblait plus au trial motocycliste qu'au concours complet, puisqu'on essayait de dévaler des trucs impossibles, de franchir des endroits improbables. Voilà, ça, la chasse au renard accrue dans les landes et dans les dunes de la Hague. Voilà, le cross, on l'avait dans les tripes. Et quand j'étais enfant, que nous allions en concours, on n'avait pas les tablettes, on n'avait pas les portables, on avait quelques magazines à bouquiner, mais voilà, moi je sais que je regardais par la fenêtre, et puis un talus, je voyais un obstacle, un fossé, je voyais un obstacle, et voilà, ça c'est pour le côté freudien. Ensuite, il y a eu un autre événement déclenchant, ça a été l'accident de mon père en 89, puisqu'il courait encore, on va dire, au haut niveau, avec un cheval dont j'ai hérité malgré lui par la suite, à la suite de cet accident. Il avait un excellent cheval qui s'appelait Mariachi, qui était un fils de sa jument des Jeux de Mexico, un fils de Olivette. Voilà, qui l'a monté jusqu'au niveau, on dirait maintenant pro élite, et 2 ou 3 étoiles de l'époque. Il a eu un très grave accident à Étretat, avec fracture du bassin, 4 mois d'hôpital, des séquelles qui n'ont pas empêché de remonter par la suite, mais pas en complet. Il a remonté dans des épreuves 130, 135 dans les mois qu'on suivit, mais ça a été très long. Pour moi, ça a été un choc, d'abord parce que je l'ai vu quasiment mort au pied d'un obstacle, et j'ai cru qu'il ne s'en relèverait pas. Et dans les jours qu'on suivit, sachant qu'à l'époque,
j'étais en contrat d'aide à Saumur, sous la houlette de Jean-Paul Bardinet. Je suis allé avec lui à Étretat pour voir comment on pouvait reprendre ce parcours qui avait posé des problèmes, et je lui ai dit, moi j'ai des idées parce qu'il y a des choses qui vont pas, et c'est pas, voilà, ça a été une première expérience. Et bien des années plus tard, je me retrouve un peu sans destin professionnel bien déterminé. Je postule dans un centre équestre qui venait de se créer pas très loin de là où j'habitais. Ça ne marche pas. Au bout de quelques semaines, ça s'arrête. Et là, je décide du jour au lendemain d'organiser un concours sur la ferme familiale. Voilà. C'est ainsi qu'est né le Grand Complet à Martinvas sur la propriété. Pas uniquement la propriété qui était trop petite, mais on débordait un peu sur les terrains des voisins. Et voilà, première année concours régional, deuxième année 96, 97, 98 des épreuves nationales, première internationale avec 1 et 2 étoiles de l'époque, donc on dirait 2 et 3 étoiles maintenant, à partir de 99. 4 étoiles, Coupe du Monde à partir de 2002, et la suite, vous la connaissez. Moi, c'est comme ça que je suis devenu chef de piste, parce que je n'ai pas fait de formation, ni pour concevoir, ni pour construire. Mais j'avais un petit bouquin que j'avais ramené d'un voyage à badminton, pour comment construire une marche, avec quelques petits rudiments techniques. Et puis, c'est quelque chose qui m'avait toujours intéressé. Et petite parenthèse aussi, très jeune, j'ai eu l'occasion de faire un séjour en Angleterre chez Lord et Lady Russell, qui était manager de l'équipe britannique à l'époque, qui avait une propriété pas très loin de badminton, on va dire entre badminton et Portsmouth, où il y avait 450 obstacles de cross, et où 6 jours par semaine je faisais du cross avec le même cheval, qui était le cheval de chasse de la fille de Lord et Lady Russell. J'étais arrivé là-bas avec des baskets et un jean, et on m'a donné des chaussures à talons parce qu'on ne monte pas sans chaussures à talons, et j'ai fait du cross sans chaps mais en jean et en chaussures à lacets à talons, avec Lady Russell qui me suivait dans son mini-moke. Lady Russell était paraplégique, et les gens de cette génération la connaissent. Et elle avait un mini-moke qui est une espèce de petit pick-up, une mini transformée en pick-up rural avec un siège qui se haussait pour qu'elle puisse voir par-dessus la foule. Mais elle était déjà là au Jeux de Mexico à s'occuper de l'équipe britannique. Elle a eu une carrière phénoménale où elle accueillait Américains, Canadiens, Anglais sur sa propriété pour faire du cross. Dès qu'elle voyait un obstacle de cross quelque part, elle le reproduisait chez elle. Le fameux Normandie Bank de badminton, c'est un obstacle qu'elle avait vu au Haras du Pin, qu'ils ont baptisé le Normandie Bank, et on a refait un chez lui, et Frank Weldon ensuite a fait le fameux Normandie Bank de badminton que tout le monde connaît également. Donc ça, voilà, ça a participé de ma vocation, ça m'a donné une vision. Le fait d'aller à Burghley à 13 ans avec ces gens-là m'a explosé les pupilles, quoi, et j'en ai gardé des images qui ont été gravées. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai essayé de reproduire très modestement sur notre concours, mais quand même avec une vision de ce que devait être un événement, le côté festif, danse, décontracté, mais avec beaucoup d'intensité, et la propriété de Martinvas se prêtait très très bien à ça, puisque voilà, quand je parle du chaudron de Martinvas, tous ceux qui l'ont vécu savent très bien ce que ça veut dire. C'est comme ça que je suis devenu chef de piste. Vous connaissez le principe, nous sommes à mi-épisode et nous faisons un petit break pour vous parler cette fois de notre club I Am an Equestrian. Rejoindre le club I Am an Equestrian, c'est accéder à du contenu et des insights exclusifs sur notre média, sur nos invités et sur l'actualité de la sphère cheval. C'est bénéficier de promotions et d'offres de la part de nos partenaires, mais avant tout, c'est soutenir notre média et vous aligner sur les grandes valeurs qui ancrent ce podcast. La passion, le sport, le respect du cheval et de l'animal. Alors si vous souhaitez vous aussi faire partie du club et devenir membre, bénéficier de tous ces avantages, rendez-vous sur Steady, le lien est dans notre bio Instagram. Allez, place à la seconde partie de cet épisode avec Pierre Le Goupil.
Bonne écoute. On a eu l'occasion d'interviewer Grégory Baudot, qui est chef de piste en jumping, CSO, un chef de piste bien connu de niveau 5 étoiles. On avait beaucoup parlé de plusieurs choses, et notamment de la pression que pouvait ressentir un chef de piste au moment de monter et de construire une piste, la pression de faire une erreur, la pression de créer parfois des accidents, et on le sait, le concours complet est une discipline dans laquelle la sécurité est souvent remise en cause. Est-ce que vous ressentez cette pression à chaque fois que vous montez une piste? Et puis, comment est-ce que vous avez su et comment est-ce que vous arrivez encore à la gérer? Alors, mon cas est un peu particulier parce que en France, en tout cas, en général, quand je suis chef de piste, je suis aussi constructeur. C'est pas forcément la meilleure chose parce que ça m'expose à des problèmes de délai j'ai d'ailleurs une réputation que je traîne un peu comme un boulet, c'est d'être souvent en retard. C'est pas ce que je cherche, hein. C'est toujours quelque chose qui est jamais très facile à vivre, et la pression, elle est surtout là, elle est par rapport au délai. La pression de bien faire, bah oui, bien sûr. Et je pense que quand je dis le doute m'habite, oui, il faut douter jusqu'au bout, c'est important. Il faut toujours se poser la question. Je pense qu'il n'y a rien de plus dangereux que des certitudes, même si parfois devant, il faut décider, il faut trancher, et qu'à un moment donné, quand on parfois envers et contre les autres, quels qu'ils soient, concurrents, entraîneurs ou simples conseillers exprimant un avis, il faut être capable de défendre son point de vue. Et pourquoi ? Mais si on n'est pas capable d'expliquer pourquoi on propose une difficulté qui éventuellement fait jaser, parce que ça arrive régulièrement. Ça arrive régulièrement pendant des reconnaissances ou pendant les temps de reconnaissance qui précèdent le temps du cross même, qu'il y ait des revendications en disant voilà, ça c'est trop dur, ou ça c'est pas approprié, ou là il manque une option, il manque ceci, il manque cela. Ça fait partie du travail. Il faut être capable de l'assumer et de l'expliquer. Il faut aussi être capable de lâcher du lest en cas de besoin. Mais je dirais que la psychose par rapport à certaines difficultés qui sont créées, tant qu'elle reste une psychose positive, c'est-à-dire qu'elle oblige les cavaliers à se poser des questions et à trouver des réponses, à bâtir un plan, à ne pas penser que c'est acquis, à craindre un petit peu l'obstacle, ça c'est sain. Là où c'est pas sain, c'est quand effectivement ça crée une appréhension qui devient de la peur et qui empêche de monter correctement. Bon, la limite, elle est tangible en ce sens que, à la différence du saut d'obstacle, où un cavalier peut ajuster le curseur à partir d'un listing de chevaux déterminé, le chef de piste, quand il a le listing, c'est déjà trop tard. On peut encore faire des choses, puisque surtout à notre époque où on travaille à 80-90% avec des portables, on peut régler la hauteur, et l'habillage se fait en général dans les derniers jours. L'habillage est quelque chose de primordial. Vous pouvez avoir un obstacle qui ressemble à rien, qui est insautable, et en une demi-heure vous le transformez avec des végétaux, avec de l'habillage rigide ou souple, ou de façon drastique pour le rendre appétissant, sautable, et voilà. Mais quand même, dans les trajectoires, quand un obstacle est posé, il est posé, on ne s'amuse pas à le changer au dernier moment. Et là, il faut savoir aussi appeler un ami, comme on dit dans les jeux télé-réalité. Et sur des échéances importantes, c'est bien d'avoir un deuxième avis ou de consulter. Il faut savoir aussi écouter les cavaliers lorsqu'ils arrivent. On peut quand même, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Et on manque parfois de recul. Donc il faut avoir cette humilité, ou éventuellement être capable de défendre son truc jusqu'au bout et pas se laisser toujours impressionner par des revendications qui peuvent être soit clientélistes, soit si c'est une revendication individuelle ou qui vient d'un petit groupe de concurrents,
être motivés par la situation. C'est-à-dire que ce jour-là, ils n'ont pas forcément le cheval qui ad hoc. Mais voilà, ça faut faire attention. La pression, je pense aussi que par rapport au saut d'obstacle, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que le saut d'obstacle, la précision requise au très haut niveau et les habitudes avec la répétition et la succession des épreuves qui est hebdomadaire, et parfois même, un cheval fait plusieurs épreuves dans un concours, dans un même week-end, est telle que c'est tellement millimétré. Dans le concours complet, la précision est un paramètre crucial de nos jours, bien plus que même à l'époque où moi je courais, c'était différent. Mais ça reste du cross. C'est pas non plus... c'est pas des parcours à 1m60 c'est différent. Je vais réutiliser les propos de Grégory Baudot parce que l'analogie me semble intéressante aussi. Il disait qu'un bon parcours de CSO devait être à la fois technique pour le cavalier et juste pour le cheval. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez ? Est-ce qu'il vous semble que c'est la même chose pour le cross ? Un bon parcours de cross doit être à la fois technique pour le cavalier et juste à l'égard du cheval et de l'animal. Oui, bien sûr. C'est évident. Parce que on parlait de pression. La pression, l'enjeu, c'est quand même d'établir un classement. Donc il faut des pénalités. On ne veut pas d'accident. Mais au-delà de ça, par rapport au cheval, on veut aussi que les chevaux repartent avec une bonne expérience. C'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir de mauvais sauts. Les mauvais sauts, il y en a toujours. Ou des sauts approximatifs. C'est normal. On demande aux chevaux de galoper à 570 mètres minutes et puis parfois de revenir à un galop de chasse, si ce n'est un galop de travail, pour enchaîner une combinaison un petit peu technique avec des trajectoires serrées. Et ensuite, on leur demande de se déplier. Donc, la précision n'est pas tout à fait la même. Mais si on compare les échelles de valeur, il faut quand même être extrêmement précis dans les trajectoires. Même dans les trajectoires, souvent beaucoup plus précis qu'en saut d'obstacle, puisqu'en saut d'obstacle, on ne saute pas des obstacles d'1,20 m de large ou d'1,30 m de large. Donc, c'est un ensemble de choses qui font que, on peut poser des questions très pointues, parfois originales, innovantes, mais il faut toujours que ce soit compréhensible pour le cheval, lisible pour le cavalier, et qu'au final, l'un et l'autre, c'est pas ou l'un ou l'autre, c'est que l'un et l'autre doivent repartir en ayant appris quelque chose, avec un bon feeling et surtout pas être dégoûté, où il faut pas que ça engendre une dégradation de la qualité des sauts ou de la technique de l'un ou l'autre. En 2016, aux Jeux Olympiques de Rio, l'équipe de France a été sacrée championne olympique avec une autre médaille d'or individuelle grâce au cavalier Astier Nicolas. Quel regard est-ce que vous portez, vous, en tant que chef de piste, sur l'évolution de cette discipline et puis sa situation actuelle ? Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'une discipline avec un bel avenir devant elle et des cavaliers prometteurs pour l'avenir ? Ça, c'est une question intéressante. Les autres étaient intéressantes aussi, mais c'est une question intéressante parce qu'il faut que je me gratte un petit peu la tête. Mais non, en fait, je crois que c'est passionnant. D'abord parce que tout à l'heure, on évoquait cette génération de cavaliers qui a développé plein de choses. Pas simplement une équitation qui nous pousse, je ne vais pas dire dans nos derniers tranchements, mais les crosses d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux d'il y a 15 ou 20 ans. Et en même temps, on ne peut pas réinventer la roue, on ne peut pas faire des obstacles de plus en plus étroits, on ne peut pas faire des trajectoires de plus en plus serrées, donc il faut rester dans un cadre qui soit digeste pour les chevaux, pour les cavaliers, qui soit agréable à regarder et spectaculaire, classant. Donc, bien évidemment, la difficulté vient du fait que la technique augmente, qu'on a affaire à une génération, tout pays confondu, c'est pas propre à la France, mais la France est quand même très bien placée par rapport à ça. Je pense qu'elle a aussi comblé un retard et la médaille de Rio est là pour le prouver. Une génération qui est très pointue dans sa préparation, dans son entraînement. Si on fait un parallèle avec quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir, même si
Saumur et le Cadre Noir sont quand même ont une histoire partagée avec le concours complet. Vous prenez le gala du Cadre Noir, enfin le spectacle de la chaise ou de la table. Au début du siècle, ils sautaient une table. Après, ils ont sauté un fauteuil. Après, une chaise. Qu'est-ce qu'a fait Jean-Jacques Boisson il y a quelques années? Il est venu sauter un piquet. Un piquet, parfois avec un petit T, une petite barre, et puis quand le cheval est vraiment pointu, ils enlèvent le petit T, il n'y a plus vraiment que le piquet. Bon, ça veut tout dire. Donc la technique a augmenté, et connaissant Jean-Jacques, qui est un grand pédagogue, voilà, c'est pas juste une adresse personnelle qui lui est propre, c'est que derrière, il y a une pédagogie, il y a une technique pour arriver à ça, et c'est une technique qui se diffuse, qui infuse toute une génération de cavaliers, avec des programmes d'encadrement qui, à mon époque, quand on parlait de sport-études, ça faisait rêver. Les premières fois qu'on a entendu parler du sport-études, avec nos parents, on se regardait en disant c'est peut-être pour nous. Puis non, à l'époque, sport-études, c'était quand même pas terrible, ou c'était fait pas pour des gens comme nous, qui étaient des ruraux, les pieds dans la glaise, avec un élevage des chevaux, on était déjà dedans. Voilà, c'était bien pour des gens qui n'étaient pas du milieu, pour y accéder. Bon, maintenant, tout le programme qui est développé à Saumur pour les jeunes cavaliers qui arrivent, voilà, il en ressort toujours quelque chose de bien. Et moi, je suis admiratif de la qualité d'équitation de toute cette génération-là, qui pousse la génération d'avant à elle travailler pour rester dans le coup, et c'est bien. Et pour les chefs de piste, voilà, il y a du pain sur la planche, parce que il est parfois difficile, effectivement, d'avoir des crosses classants qui ne sont pas sur des épreuves qui ne sont pas avec des gros enjeux, des gros championnats, où là on peut se lâcher un petit peu, comme par exemple un 5 étoiles ou une Coupe des Nations en période normale, pas en période de Covid, où là on peut jouer un peu avec l'élite et puis créer un parcours pour l'élite. Non, parfois on a des épreuves où voilà, il faut composer avec des jeunes chevaux, des jeunes cavaliers, et en même temps vous avez aussi des chevaux plus expérimentés, donc il faut un classement à la fin, il ne faut pas que tout le monde fasse un incident, et en même temps on ne veut pas de casse. Donc ça, c'est pas toujours très facile, mais il y a... Je crois que si on garde à l'esprit ce qu'est vraiment le concours complet, on sait jouer avec les reliefs, on sait... poser des questions où l'équilibre du cavalier, son équilibre à lui déjà, s'il est bien au-dessus de ses pieds, s'il est solide et qu'il a des bonnes bases, voilà, il peut répondre à la question. Après, on joue sur l'intensité et la concentration qui est demandée, je vais dire, du premier au dernier obstacle, où parfois, voilà, la difficulté est dans l'intensité et dans la succession des questions. La difficulté, c'est toujours d'éviter d'avoir un juge de paix, avoir un obstacle qui fasse le classement et puis les autres qui posent jamais de problème. Ça aussi, c'est la difficulté. Mais d'une manière générale, je pense que ce qui est certain, c'est qu'au-delà d'un certain niveau, il faut avoir monté. Voilà. Pas forcément avoir été très performant au haut niveau. Moi, j'ai pas fait une carrière extraordinaire, mais bon, voilà, j'ai fait ce qu'on appelle du 5 étoiles maintenant. Je suis allé courir à l'étranger et j'ai monté depuis toujours. Donc voilà, j'ai des bases quand même. J'étais pas trop mauvais, j'étais assez performant en cross et en saut d'obstacle. C'était plutôt le dressage où j'étais moins pointu. Mais mes chevaux étaient dressés. Donc quand on maîtrise à peu près tout ça, on arrive quand même à sortir le meilleur lapin du chapeau. Et après, le facteur sécurité, maintenant il y a des outils. Moi, dès l'apparition de ce matériel, je m'y suis intéressé. C'était d'ailleurs, sans faire injure à mes confrères et aux gens de la filière qui regardaient ça un petit peu de haut au départ, j'ai choisi de jouer cette carte-là en utilisant le matériel dès lors qu'il est apparu. Ça a commencé avec les fameux pins et ensuite avec les fameux MIMS, qui sont deux technologies un peu différentes, mais pour un objet exactement similaire. Et bon, c'est un souci permanent. Mais ça n'est pas, en même temps, c'est pas la panacée, c'est pas la clé. Je pense que c'est la justesse des questions,
le soin qu'on apporte à la présentation des parcours qui fait la différence. Et en plus, nous, chefs de piste, constructeurs, organisateurs, nous n'avons pas toutes les clés. La première des choses, c'est quand même, avant même la qualité de l'entraînement, c'est l'état d'esprit des concurrents. Est-ce qu'ils savent, c'est leur côté homme de cheval, même si des accidents, je dirais, il en est arrivé à des grands hommes de chevaux, il y a aussi parfois peut-être c'est quelque chose qui revient de façon récurrente dans les échanges qu'on a par rapport à cette problématique de la sécurité, c'est l'état d'esprit dans lequel sont les concurrents et leur entourage, pour ne pas brûler les étapes, pour savoir écouter leur cheval, pour aborder une compétition d'une manière que moi, par mon parcours et la chance que j'ai eue, je faisais ça naturellement. Mais aujourd'hui, malheureusement, si vous voulez, je me reprends. Lorsque vous voyez un jeune cavalier qui fait son premier parcours en classe, en épreuve amateur, qui a déjà 2 chronomètres, et ok, il a l'airbag, il a tout ce qu'il faut, mais il a le chronomètre, et ça pour moi, c'est l'outil de trop. Voilà. Et j'ai souvent été en confrontation avec mes petits camarades parce que c'est bien, le chronomètre, c'est important, ça leur apprend. Non, je ne suis pas d'accord. En deçà d'un certain niveau d'expérience, les concurrents devraient partir sans chronomètre. Ils devraient apprendre à écouter leur cheval d'abord. Une fois qu'ils ont appris à écouter leur cheval, et c'est pas uniquement par rapport à sa préparation physique, est-ce qu'il a du souffle, est-ce que son cardio est bon, non, c'est savoir écouter le cheval, c'est savoir sentir la qualité de l'équilibre qu'il obtient. Et souvent aussi, on voit des concurrents partir avec des embouchures à rallonge, des gourmettes très ajustées. Alors en concours hippique, ça passe peut-être parce que les chevaux au niveau vitesse vont moins facilement dans le rouge. En cross, si. Et là, voilà, il arrive aussi des accidents à des très bons cavaliers qui maîtrisent tout ça, mais c'est un point qu'il ne faut pas négliger parce que la pression qu'arrivent à se mettre des concurrents, et souvent d'ailleurs à cause de leur entourage, alors qu'ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas armés techniquement et mentalement, ça c'est un vrai souci. La sécurité, c'est évidemment un des sujets qu'on voulait aborder avec vous, et donc je vais continuer de tisser ce fil, ce chapitre de la conversation. On avait évoqué le sujet de la sécurité avec Victor Lévesque quand on l'avait interviewé, qui fait notamment partie des commissions fédérales et des tables rondes pour faire avancer le sujet. Et donc là, je ne voudrais pas plagier, donc je vais reprendre une question que nous a proposée Alexis Goury quand on lui a dit qu'on allait enregistrer avec vous, tout simplement. Alexis nous nous demandait, à votre destination, forcément, peut-on encore imaginer des nouveaux obstacles qui soient encore plus sécuritaires sans pour autant venir altérer les grands fondamentaux de la discipline, c'est-à-dire les obstacles fixes, massifs, etc. Donc si je comprends bien la question d'Alexis, que je remercie au passage, parce que moi qui étais inquiet de manquer de matière, ça va, on n'en manque pas. Vous êtes sûr que ça va suffire 1 heure? Je ne suis pas sûr. Non. Dans les rencontres qu'on peut faire entre chefs des pistes, que ce soit dans le cadre des formations triennales qui nous sont imposées, et à juste titre d'ailleurs, ou bien des séminaires, des workshops entre chefs de piste que l'on fait, auxquels j'essaie de participer assez régulièrement avec la FEI, qui sont toujours des occasions d'échange. Voilà, la question c'est un laboratoire permanent, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui existent, qui ne sont pas validées, que d'aucuns connaissent vraiment, qui sont intéressantes, qui sont testées, avec plus ou moins de bonheur, parfois des choses un peu farfelues, parfois des choses qui sont juste des pistes expérimentales. Et moi personnellement, je suis pas ingénieur de formation, parce qu'en général ça vient de la part de gens qui ont un intérêt pour la chose, mais qui ne sont pas forcément des chefs de piste ou des constructeurs, mais souvent qui ont un background ingénieur, technologique ou industriel, et voilà, ils ont envie de réfléchir à la chose, et ils apportent des façons de penser et de concevoir qui peuvent être intéressantes. Je pense qu'il y a des choses qui... On verra d'autres choses. Je ne peux pas vous dire quoi, je ne sais pas.
moi j'ai réfléchi à des choses, j'ai essayé de griffonner, je fais tous les obstacles que je construis, les portables, etc., je les dessine en 3D, j'utilise l'informatique, je passe des nuits entières à faire des choses comme ça quand j'ai besoin. Mais en même temps, voilà, j'ai pas trouvé la botte secrète. Je crois que ça va s'affiner, certainement. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent dessus. Peut-être qu'un jour, moi, j'aurai une idée géniale. Mais j'ai pas de scoop à apporter à Alexis et à tous nos camarades, malheureusement. Mais je crois que oui, non, c'est pas fini. Il va forcément se passer des choses. De même que dans la préparation, dans la conception aussi, il y a des choses qui vont encore évoluer. Je pense fermement que il y a une des pistes, par exemple, qui peut être intéressante en matière de design, c'est réincorporer, je pense que c'est fait au haut niveau, mais réincorporer à un certain niveau beaucoup plus d'obstacles de terre, beaucoup plus d'obstacles avec du dénivelé, des choses comme ça, qui testent justement ce que je disais tout à l'heure, la solidité et l'équilibre du cavalier, puisque un cavalier doit être solide, il doit être fort sur son cheval. S'il est faible, il s'accroche à la bouche. S'il est fort, au sens, c'est pas je veux dire, vous pouvez faire 55 kilos et être fort à cheval, de même que vous pouvez en faire 90 et être un sac de patates qui se balade de la tête à la queue, et là vous êtes faible. Donc vous ne pouvez pas maîtriser votre cheval correctement. Mais on voit des jeunes femmes fluettes qui sont redoutables d'efficacité, de précision et qui ne font pas peur. C'est ça qu'il faut tester davantage, je pense, en utilisant plus les dénivelés jusqu'à une certaine limite. En tout cas, en essayant, en encourageant les constructeurs, les chefs de piste, les organisateurs à parfois s'affranchir un petit peu du portable, posé comme ça un peu. De toute façon, là, je n'apprends rien à personne dans toutes les rencontres que l'on fait de chefs de piste, et ça arrive 1 ou 2 fois par an. C'est un sujet qui revient en permanence. C'est de la trajectoire, de la courbe, du dénivelé, mettre les cavaliers et les chevaux en situation d'autodétermination, comment dirais-je, pas de crainte, mais faire attention, quoi. Oui. Oh là, attention. Ouais. C'est vrai que certains types d'obstacles, de portables, qui sont parfois utilisés de façon trop simpliste, sont souvent les obstacles les plus dangereux. Et on l'a vu, malheureusement, récemment. Ça, c'est quelque chose dont il faut se prémunir, parce que ce ne sont pas toujours les obstacles en apparence les plus difficiles qui s'avèrent créer le plus de problèmes. J'aimerais revenir un tout petit peu en arrière. Vous avez parlé, tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que le concours complet soit une discipline olympique. Et puis j'ai lu récemment dans une interview dans laquelle vous avez dit qu'il était de votre rôle de tout mettre en œuvre pour développer la discipline afin qu'elle puisse conserver sa place olympique. Est-ce que vous craignez ou est-ce que vous pensez qu'elle pourrait être amenée à disparaître justement, cette discipline des Jeux olympiques ? Alors il y a plusieurs choses qui peuvent être déterminantes dans le maintien du programme olympique. Et là, je ne parle que par rapport à mon sentiment, ce que je sais, ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu. Je veux dire, il n'y a rien d'officiel là-dedans, mais il y a plusieurs choses. Il y a ce que je disais tout à l'heure, le souci d'universalité, c'est-à-dire faire en sorte que... Mais le sport ICAS, pas simplement le concours complet, parce que si jamais le concours complet venait à disparaître du programme olympique, et là je le dis solennellement sans vouloir être trop pompeux, parce que parfois la tentation dans d'autres disciplines serait de dire débarrassons-nous du concours complet parce que c'est dangereux et comme ça on a un peu plus de chances de rester. Ça c'est faux. Si le concours complet disparaît, les autres disciplines finiront par disparaître aussi, parce que c'est céder du terrain sur le terrain de la sensiblerie et puis de la comment dirais-je, de la, vous savez, de la bien-pensance animaliste, voilà, toutes ces dérives que l'on voit poussées par des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent en fait. Donc le souci d'universalité en
en développant le sport à l'international pour qu'il y ait plus de nations participantes. Si vous prenez un sport les sports de balle sont pratiqués dans tous les pays de la Terre, quasiment, à commencer par le football. Le sport équestre, finalement, n'est pratiqué que dans les pays à culture occidentale et latine. L'Asie, ça commence. L'Afrique un petit peu, mais c'est vraiment l'Afrique du Sud et puis quelques pays d'Afrique du Sud et centrale, parce qu'il y a des missions là-bas, ça je vous l'apprends peut-être, mais il y a effectivement des compétitions qui commencent à se courir, poussées par le programme de développement de la FEI. En Asie, on a maintenant des exemples concrets, mais comme vous l'avez dit en introduction, l'année dernière, moi je suis allé à Taïwan pour une mission d'exploration, qui pour l'instant c'est à l'arrêt à cause du Covid, mais je vais y retourner pour les aider à développer quelque chose. Alors ils sont loin d'avoir une équipe aux Jeux Olympiques, si vous voulez, ça prendra peut-être 10 ou 20 ans. Mais quand on regarde ce qui s'est passé en Chine, ou en 97, lorsque j'y étais pour préparer l'équipe du Guangdong au championnat de Chine, c'était dressage saut d'obstacle, on ne parlait pas de complet. Ils ne savaient même pas ce que c'était. Et lorsque je suis allé à Taïwan l'année dernière, c'était pour leur expliquer. Ils ne savent pas ce que c'est que le concours complet. Certains n'ont jamais vu de cross. Donc il faut leur montrer des vidéos, des images, mettre des obstacles dans la carrière qui ne soient pas tous alignés les uns avec les autres, faire des choses un petit peu étroites, bricoler une pointe avec un cube en plastique et des choses comme ça pour qu'ils s'aperçoivent que c'est rigolo, mais on veut en faire. Après, il faut trouver des terrains et puis construire des spring gardens, et ça va prendre quelques générations encore, mais peut-être que d'ici 15 ans, je ne sais pas, Taïwan, allez savoir, aura une... Taïwan n'a pas la puissance de la Chine. La Chine veut être partout où il se passe quelque chose. Donc là, on les voit, ils ont une équipe qualifiée pour Tokyo. On peut en discuter. Moi, pour connaître très bien ce que le travail qui est fait par nos techniciens français, Pascal Boutet notamment, pour en avoir discuté avec elle, il faut en prendre et en laisser, mais elle effectue un travail fantastique, et il faut être là, parce que même si parfois il y a une approche et une mentalité qu'on ne comprend pas toujours, il faut être là, parce que si nous, Français, nous, techniciens, ou nous, Européens d'une manière générale, ne le faisons pas, eux, ils vont avancer quand même et ils ne le feront pas bien. Donc il faut être là, les encadrer, et aussi parce que derrière, il y a une industrie de services, d'élevage, de choses comme ça, et qu'il y va de la santé de notre sport. C'est-à-dire que si on ne saisit pas les opportunités aussi de faire vivre le sport en France, puisque les professionnels ne vivent pas que de la compétition, eh bien on rate l'essentiel. Donc, pour revenir à votre question, le développement pour mettre le pied à l'étrier et mettre certaines nations en position d'outsider, d'accessite, comme la Chine, qui arrive au rang d'outsider. Alors peut-être pas encore tout à fait, mais le Japon maintenant est un outsider, pourrait très bien faire une médaille à Tokyo. La Chine peut très bien avoir une équipe qui finit, allez savoir. Il y a la sécurité, parce que personne n'imagine voir un grave accident pendant les Jeux Olympiques. Il faut savoir que ça peut arriver, il faut être prêt pour le gérer. Et puis, il y a aussi la capacité à vendre notre sport aux médias, ou en tout cas à le promouvoir encore plus auprès du grand public. Et il y a un problème d'information, puisque ceux qui le vivent, ceux qui le voient, ceux qui le découvrent, que ce soit à Pau, au Lion d'Angers, à Badminton, ou dans une moindre mesure au Haras du Pin, ils trouvent ça génial. C'est un sport spectaculaire, qui a considérablement évolué. On a beau sauter des obstacles qui peuvent être dans l'intensité, dans la quantité. Il y a moins d'obstacles très impressionnants comme dans les années 70 ou 80, mais il y a des obstacles qui sont beaucoup plus techniques et qui restent spectaculaires. Donc c'est un sport qui est vendable, mais qui a beaucoup de mal à se vendre. Donc il y a ça, les problèmes de coût par rapport... je pense que organiser une épreuve de concours complet au niveau olympique, ça coûte certainement beaucoup plus cher que d'organiser un tournoi de volleyball. Et ça peut être aussi le point d'achoppement.
Pour terminer l'interview, vous aviez peur de ne pas avoir assez de contenu. On est à 1h15 de conversation, donc pas de problème à ce niveau-là. J'ai encore une dernière question quand même, parce qu'on aime aussi les formats longs, nous. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre plus beau souvenir sportif, s'il devait n'en rester qu'un ? À titre personnel ou simplement dans ça peut être l'ensemble ? Sportif compétition comme sportif personnel, tout simplement vous avec un cheval ou vous avec un poney, en tout cas un souvenir qui vous lie au cheval, le premier qui vous viendrait ou en tout cas le dernier qui resterait si on devait les trier. Alors ce ne serait pas forcément un souvenir de cheval. Enfin, un souvenir de cheval, c'est pas un souvenir de moi de compétition, il y en a plein. Mais en fait, ce qui me vient à l'esprit, c'est quelque chose qui fait un peu écho à ce que je vous ai raconté au départ. J'avais 6 ans. J'étais en robe de chambre devant ma télévision. Et la télé s'est allumée et on voit le défilé des Jeux de Mexico. Je suis en tailleur. Je pointe la télé du doigt et je dis « Papa ». Voilà. Regardez votre père à Mexico. Le voir défiler, oui, le reconnaître, je l'avais jamais vu à la télévision, il n'y avait pas de télévision chez nous, où on venait juste d'en acheter une pour l'occasion. Et voilà, ce sont des choses qui marquent et qui vous marquent au fer rouge, quoi. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous, c'était un vrai plaisir. On espère et on souhaite que cet épisode avec Pierre Le Goupil vous ait plu. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez bien soin de vous.